je vais essayer de parler rapidement, sans être trop académique, parce qu'en 10 minutes, ce que je veux dire est peut-être un peu compliqué à faire passer. En introduction, j'ai la redoutable tâche de vous donner une sorte de définition un peu historique de l'état du champ politique brésilien. Je vais vous le faire d'une manière très personnelle, en vous disant que, selon moi, le Brésil est encore, sur certains points, et notamment en termes économiques et politiques, encore un pays qui est presque, d'une certaine manière, encore colonial et très capitaliste. Alors, c'est évidemment quelque chose qui peut être choquant à entendre comme ça, mais il faut comprendre que le Brésil, c'est, comme tous les pays, un pays qui entretient une fiction nationale. Alors, il y a une fiction nationale française, une fiction nationale belge, il y a des fictions nationales pour tous les pays, et une certaine fiction nationale brésilienne qui voudrait que en fait, le pays se soit décolonisé, se soit libéré des Portugais, se soit d'une certaine manière inscrit dans une épopée qui est celle des autres pays de la région, des pays hispanophones de la région d'Amérique du Sud, qui ont connu des épopées révolutionnaires. Alors qu'en fait, pas du tout. Le Brésil, c'est un pays qui a connu en fait une autonomisation de sa colonie, une autonomisation du Portugal, du fait de sa propre élite portugaise qui était au Brésil. En fait, c'est l'élite portugaise au Brésil qui a décidé de devenir indépendante, mais qui, se faisant, a reproduit dans le nouveau pays, dans ce pays qui s'appelait le Brésil, des schémas de domination et d'organisation de type coloniaux qui préexistaient jusque-là. Et il y a une sorte de fiction nationale au Brésil, qui est parfois entretenue aussi dans les livres scolaires, qui est entretenue dans les discours du quotidien, qui voudrait qu'il y ait eu une vraie épopée de libération, un vrai moment de naissance du pays, alors qu'en fait, créateur d'une modernité politique, alors qu'en fait ce moment-là n'a pas eu lieu. Et donc il y a toute une fiction qui se crée à partir de là, qui est doublée d'une autre fiction, qui est une fiction de type plutôt identitaire, sur l'identité brésilienne, qui serait une fiction autour de la question d'un mélange harmonieux de trois races. Un sociologue brésilien parle de la fable des trois races, qui voudrait que ce soit un pays sans racisme, un beau pays métis, et où il n'y ait aucun rapport de classe qui soit fondé sur des questions de couleur. Or, là aussi, c'est une fiction, et on est sur un pays qui entretient encore des rapports de classe, qui sont des rapports aussi, non pas de race, puisque c'est pas exactement comme ça que ça se transcrit, mais des rapports de couleur. Donc un pays qui se berne un peu d'illusions sur, je dirais, sa fondation en tant que telle, sur sa fondation à la fois politique et sur sa fondation culturelle, et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on a des figures qui sont des figures de type néocolonial qui continuent à irriguer le champ politique brésilien, le champ économique brésilien. Ces figures, ce sont des figures du pouvoir, de la relation au pouvoir, et c'est d'une part dans le champ politique ce qu'on pourrait appeler le paternalisme, c'est-à-dire le rapport au chef, le rapport au puissant vu un peu sous l'angle de la figure du père, et d'un point de vue économique, c'est ce qu'on appelle le clientélisme, c'est-à-dire le fait, quand on est dans un rapport d'échange économique avec quelqu'un, d'être dans un rapport en fait de clientèle et en fait de devoir toujours plus que ce que l'on reçoit réellement en échange. Alors, il est vrai que le Brésil c'est un grand pays fédératif. Cette réalité-là, elle est forcément très variable entre les grandes villes du Sud, entre d'autres territoires comme le Nord-Est, comme le Nord, où plus on est reculé des grands centres économiques et politiques du pays, plus ce qu'on appelle aussi sous un autre nom, qui est le coronélisme, qui se maintient sur des territoires comme ça. On a quand même une structure d'organisation politique, traditionnellement au Brésil, basée sur le rapport aux personnes, plus qu'aux idées, sur le rapport à la figure du puissant, sur l'inféodation à la figure du puissant, qu'il soit un petit puissant, c'est-à-dire un vereador, un conseiller municipal, qu'il soit un maire, qu'il soit un député, estadual, fédéral, sénateur, etc. Et avec des systèmes d'ailleurs d'intermédiaires qui sont d'ailleurs très propres au Brésil, il y a toujours des intermédiaires au Brésil. Donc c'est-à-dire la figure du contrat, c'est-à-dire le fait de passer un contrat objectif autour d'une prestation, autour d'une parole donnée, autour d'une idée, est toujours voilée par ces relations interpersonnelles, ces relations de type finalement pré-moderne d'une certaine manière. Alors ce qui ne veut pas dire que le modernisme n'existe pas au Brésil, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un pays de ce point de vue-là qui correspond à une époque ancienne des idées. Il y a d'abord de nombreux Brésiliens, de nombreux secteurs sociaux brésiliens qui sont des critiques de cette réalité politique, hein, c'est-à-dire que c'est une
très clair, cette espèce de champ politique miné par des figures du paternalisme. Et puis d'autre part, il y a des endroits où se crée réellement une vraie modernité politique au Brésil, mais ce n'est pas au sein des partis politiques. C'est vraiment dans les mouvements sociaux, c'est vraiment dans les associations, dans les ONG, parfois même dans des mouvements de type confessionnel, même si le religieux a une place très particulière au Brésil. Mais donc il y a à la fois une critique de la société brésilienne par rapport à ce champ politique complètement, je dirais vraiment néocolonial, et puis d'autre part il y a des endroits où une vraie modernité s'invente. Alors c'est vrai aussi dans, puisqu'on parlait du religieux, c'est vrai aussi dans le fait de mobilisation de figures du religieux dans le champ politique, et notamment celle du messianisme. On parlera tout à l'heure d'une des candidates, Marina Silva, mais je pense que ça a été vrai aussi dans ce qui a pu permettre, par exemple, l'élection à son époque de Lula. Il y a parfois une figure de messianique qui apparaît comme ça au Brésil et qui permet de cristalliser un certain nombre d'espoirs, de changements, etc., mais sous des modèles qui sont un mix à la fois d'idées politiques et d'attentes politiques, et puis en même temps de recours à une figure voilà, du messianisme. Et c'est le messianisme, le messie, c'est aussi une vieille figure brésilienne dans les sertans du Nord-Est et ailleurs, mais c'est la personne, et encore une fois, donc une hyper-personnalisation de la question du pouvoir sur des gens en qui on pense qu'ils aient le pouvoir de faire basculer la réalité. Alors moi, mon opinion, c'est que c'était le cas pour Lula, mais si Lula a été élu, c'est parce que ce messianisme-là a été relayé par une vraie structuration politique, par un vrai parti, par une base syndicale qui a permis que cette chose-là se transforme en réelle élection politique, et que par contre Marina Silva, qui a pu à des moments bénéficier aussi de cette espèce d'aura messianique, eh ben, en reste à cette aura-là, parce qu'elle n'est pas relayée par une vraie structuration politique, syndicale, de type, je dirais, pour faire rapide, positive, au sens du positivisme et de l'organisation réelle. Donc, par rapport à ce champ-là, évidemment, ces figures du paternalisme et du clientélisme n'existent pas qu'au Brésil. Hein. Et vous voyez par exemple la multiplication des partis au Brésil. Djalma vous dira un nombre exact tout à l'heure, mais cette multiplication autour des personnalités de micro-partis, de micro-territoires, de jeux d'alliance, de jeux de renoncement, de jeux d'alliance qui ne sont pas les mêmes au niveau national, au niveau local, vous montre bien que le champ politique n'est pas structuré autour des idéologies, autour des idées au Brésil, peut-être pour quelques partis. Moi j'ai parfois l'impression qu'il n'y a que deux vrais partis politiques au Brésil, c'est d'abord le PT et le PSDB, qui occupent chacun un spectre différent du champ politique, mais qui se sont structurés sous l'angle de partis politiques comme on les entend en Europe. Mais au-delà de ces deux partis, tous les autres sont des partis qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire ce sont des groupements, des regroupements autour de personnes et d'individus, opportunistes, physiologiques aussi, et qui se font et se défont au gré des alliances, au gré des opportunités de captation du bien public, de captation de l'espace politique et de captation du pouvoir. Donc est-ce que cette élection est le signe que quelque chose va changer ou pas? Moi je crois que oui, je crois qu'à un moment donné, l'éruption de Marina Silva, donc Francis et Djalma vont vous dire un petit peu plus quelle a été l'actualité politique autour de cette élection présidentielle, mais l'éruption de Marina Silva en remplacement d'Eduardo Campos, et tout d'un coup sa projection comme potentiel vainqueur de l'élection, qu'elle est en train de perdre selon les derniers sondages, mais à ce moment-là on a cru que voilà, elle pouvait même battre Dilma Rousseff au deuxième tour. Ça a vraiment été, je pense, vraiment un élan de dépôt en elle d'un certain nombre d'espoirs nés pendant les mouvements sociaux de l'année dernière, et puis qui se sont retirés mais très vite, hein, comme un reflux de vagues, dès qu'elle a commencé à exprimer réellement ses idées politiques et qu'on s'est rendu compte que derrière elle, il y avait finalement, encore une fois, des vieilles idées, des secteurs de type religieux qui agissaient derrière elle, et finalement pas du tout la modernité politique, que non seulement sa figure personnelle, c'est-à-dire en tant que son parcours politique, c'est une figure assez intéressante quand même, hein, ses origines sociales, ses origines géographiques, son parcours, mais même le parti qui n'est pas encore fondé, mais qu'elle veut fonder, la Rede Sustentabilidade, c'est-à-dire le réseau durabilité,
qui se veut être un parti qui rénove l'idée politique, mais on voit très bien qu'en fait, derrière cette façade-là, ce sont toujours des vieux secteurs et des vieux schémas de la politique qui soutiennent cette candidate. Et donc, mécaniquement, je pense que le retour au sommet des sondages de Dilma Rousseff, c'est à la fois parce que la machine du PT, la machine gouvernementale se met en marche, et puis Lula est convoqué pour venir en appui, mais aussi parce que quand cet espoir-là de renouveau s'avère décevant pour ces jeunes brésiliens, notamment universitaires, récemment formés, etc., bien, mécaniquement, le parti qui reste, le parti de la République, c'est le PT, qui reste quand même un parti fondé sur des espoirs sociaux et sur des espoirs de progrès. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de frémir au Brésil. Je crois que vraiment les mouvements de l'année dernière sont des mouvements qui étaient des mouvements qui revendiquaient une éthique, une modernité politique qui ne se retrouvent pas encore dans le champ réel de la politique, dans les partis réels, mais qui, si en tout cas les partis ou les personnalités politiques sont capables de l'entendre, pourraient devenir justement le critère de choix et d'élection et de restructuration du champ politique brésilien, parce que cette modernité-là, celui qui arrivera à la capter, celui ou celle qui arrivera à la capter et à proposer politiquement quelque chose qui puisse y répondre, sera sans doute une ou des politiciens du futur au Brésil, parce que ce sera ceux qui feront basculer finalement le Brésil dans une histoire dont qu'il n'approche que depuis un certain temps. Il ne faut pas oublier que le Brésil, c'est quand même de toutes les grandes démocraties mondiales, celui qui a connu la transition démocratique la plus récente. Si on parle de l'élection de Tancredo Neves, mais ensuite le vrai président réellement élu, qui a réellement assumé le pouvoir, c'était Fernando Collor, de 88, Collor je crois, en 89. Donc en plus, s'est fait destituer. Enfin, donc ça veut dire que voilà, l'idée démocratique et la pratique démocratique d'élections générales, etc., universelles au Brésil avec des présidents qui assument réellement, c'est une chose assez récente. Et donc, on est quand même dans une grande démocratie qui est en train de vivre, à mon sens, la fin de son expérience de transition démocratique, et que la modernité, elle est peut-être d'ailleurs pour un gouvernement d'Ilma II, peut-être pour celui qui suivra, mais on est proche de ce frémissement-là, même si je crois que c'est encore pas tout à fait le cas sur ces élections-là. Voilà, je crois qu'en 10 minutes, c'est pour ça. Je suis d'accord dans l'ensemble. Il y a des petits détails, peut-être, je mettrai des nuances, mais dans l'ensemble, je suis d'accord sur le fond. Je compléterai en partant sur un autre angle. En fait, moi, je voudrais insister sur la notion qu'il a mentionné de transition démocratique, pour dire que, en fait, une démocratie, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, c'est quelque chose qui s'enrichit ou qui s'appauvrit. La démocratie brésilienne est encore relativement pauvre, mais j'espère que c'est une démocratie qui s'enrichit. Je ne parle pas d'argent, je parle de pratique démocratique. Et je voudrais voir aussi que même s'il y a des leaders charismatiques comme Lula, comme la figure de Marina Silva, même si elle n'est pas au pouvoir, il y a quand même quelque chose qui est très important et qui est l'ordre de la participation populaire. Donc la participation populaire, c'est quelque chose qui est en construction au Brésil et qui a tellement été absent historiquement que c'est quelque chose qui peut se permettre encore aujourd'hui d'être idéalisé. Il n'y a tellement pas eu de participation populaire par le passé qu'on peut encore penser que les problèmes seront résolus quand il y aura une participation populaire. Ça permet une idéalisation de la démocratie qui, à mes yeux, donne le culot de tenter de faire des choses qu'on ne tente plus, par exemple, en France. Donc, on le sent pendant la dictature militaire, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais bon, pendant la dictature militaire, le processus de redémocratisation avance grâce à une certaine participation d'une catégorie de la population qui va lutter contre la dictature. Alors bien sûr, il y a la première phase avec les guerrilleros, l'opposition légale dans les partis politiques, et puis il va y avoir un autre angle d'attaque ou d'approche qui va être tous ces gens qui vont s'investir
notamment dans le mouvement lié à l'Église, à la théologie de la libération, dans l'éducation populaire à la Paulo Freire, avec une pédagogie de l'autonomie. Il y a le théâtre de l'opprimé aussi, qui est l'idée de faire comprendre aux déshérités qu'ils ont des droits, qu'ils ont de la valeur et qu'ils ont la possibilité de s'exprimer. Ça veut dire les mouvements pour l'alphabétisation et pour l'éducation populaire, mais aussi les mouvements sociaux de la fin des années 70 qui font émerger la figure de Lula, qui sont un nouveau syndicalisme. Puis avec la relégalisation du multipartisme, l'émergence non seulement de scissions au sein de l'opposition légale, qui était le MDB, mais en plus de partis qui sont réellement nouveaux. Et le Parti des travailleurs, ce qui était intéressant au moment de sa naissance, c'est que c'était quelque chose de nouveau. Ce n'était pas simplement des gens qui sortaient du PMDB, c'était aussi des nouvelles pratiques politiques. Tu avais le retour des guerrieros qui avaient été condamnés à l'exil, qui revenaient avec une vision de comment ça pouvait se passer ailleurs. Il y avait les gens qui étaient liés à la théologie de la libération, il y avait les gens des grèves, les grandes grèves de 79-80, et donc des catégories de population qui s'étaient dit on n'est pas représenté dans les partis traditionnels, on va fonder un nouveau parti. Il y a quelqu'un qui avait comparé, je ne me rappelle plus qui c'est qui avait dit ça, mais quelqu'un qui avait comparé la maturation du PT à la maturation du Labour Party en Angleterre, en disant en fait l'embourgeoisement qu'a eu le Labour Party en un siècle, le Parti des travailleurs l'a fait en 20 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'il commence en ayant un lien très fort avec les bases, avec les milieux syndicaux, et puis au fur et à mesure, il se notabilise, mais beaucoup plus rapidement que le Labour Party anglais n'a pu le faire. Donc il y a ça c'est une tentative de faire de la politique autrement, qui a montré ses limites, on va dire, même s'il y a des acquis très importants. Et puis il y a des gens qui se sont investis dans d'autres façons de faire la politique, et ce dont parlait Thierry quand il disait que la modernité était peut-être plus dans le mouvement associatif et dans les ONG que dans les partis politiques. C'est la volonté de changer la société sans prendre le pouvoir. C'est les associations de quartier, les ONG qui vont faire pression, donc d'une part au moment de l'exigence d'élection directe, mais surtout en 1988, au moment de l'Assemblée constituante. Donc l'écriture de la Constitution au Brésil a été très influencée par les mobilisations populaires qui ont permis de donner des droits aux minorités, que ce soit l'antiracisme, les peuples indigènes, la réforme agraire. Il y a un certain nombre de mesures qui sont dans la Constitution grâce à la pression populaire et qui font qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux n'ont pas besoin d'être révolutionnaires, entre guillemets. Il leur suffit d'être constitutionnalistes et de dire nous n'exigeons que ce qui est prévu dans la Constitution pour avoir des exigences qui peuvent être très radicales. Alors, par exemple, je cite l'exemple de la réforme agraire qui exige les paysans sans terre. Donc c'est l'idée de redistribuer les terrains productifs aux petits paysans. C'est l'article 184 de la Constitution. Voilà. Donc on n'est pas en train de faire la dictature du prolétariat, on est en train d'exiger l'application de l'article 184. Donc il y a ce genre de choses qui sont intéressantes. Il y a les pratiques municipales comme les budgets participatifs, où il va y avoir la consolidation justement de cette société civile qui va demander des comptes aux élus, ça reste des minorités actives, mais ça reste c'est des minorités, mais c'est actif. Voilà, c'est actif, mais c'est des minorités, c'est vraiment un vrai sens. Donc tout ça, ça fait qu'il y a un changement dans la société, et l'arrivée de Lula au pouvoir, moi je vois ça comme la conséquence de ce changement. C'est-à-dire que je ne pense pas que Lula soit un génie tout seul qui a réussi à résoudre les problèmes. Je pense que l'apparition de Lula est un des symboles du fait que le Brésil avait déjà commencé à changer. Puisque le Brésil avait commencé à changer, on était capable d'élire un ouvrier à la présidence de la République.
puisque le Brésil avait commencé à changer, on était capable de mettre en place des programmes efficaces de lutte contre la faim. Parce que le programme FOMISERVE, si, en fait, bon, au départ c'était FOMISERVE, ça veut dire faim zéro, et ce qu'il en est resté, c'est un des éléments qui est la bourse aux familles, Bolsa Familia. Bon, si ce Bolsa Familia il est mis en œuvre, ça descend c'est la base, etc., mais ça descend aussi de la campagne contre la faim et pour la vie, pour la sécurité et pour la vie, de Betting, qui est donc grande comme Betting, je ne sais pas s'il est comparable avec la Pierre, en tout cas c'est une grande figure des mouvements citoyens, de la lutte contre la faim, et c'est lui qui a aidé à politiser un petit peu la société brésilienne sur ces questions. Donc, pendant 8 ans, 2010, on a un certain nombre d'avancées, la fameuse avancée de l'émergence d'une nouvelle classe sociale, soi-disant, la nouvelle classe C, donc avec, moi j'appelle ça les nouveaux non-pauvres. Hein, c'est pas des nouveaux riches, et c'est des gens qui sont sortis de la misère, donc ils sont non-pauvres, entre guillemets, mais ils ne sont pas encore riches. En tout cas, c'est l'émergence c'est une sortie de misère, donc c'est intéressant, c'est positif, et c'est pas suffisant. C'est un accès à la consommation, mais pas forcément une remise en cause des structures qui reproduisent les injustices. Enfin, tout ça pour dire, au sein de la société, il y a un certain nombre de revendications qui augmentent à la fin du premier mandat de Dilma, avec les revendications autour de la politique des transports. On pourra, je pense, développer au moment de l'échange avec le public, parce que je ne dois pas trop prendre votre temps maintenant. Des questions sur la santé, tout d'un coup on parle enfin réellement en termes de comment on résout ça, des lacunes en milieu rural en termes de santé, comment on manque de médecins. Il y a maintenant un programme de gouvernement qui pose cette question, je ne sais pas s'il répond correctement, mais en tout cas la question est posée. Il y a la question de l'éducation, avec l'idée qu'il faut vraiment investir dans l'éducation. Enfin, un certain nombre de questions qui, à mon avis, sont récupérées par les politiciens parce qu'ils ont compris que pour se faire élire, c'était inévitable, il fallait prendre position sur ces questions. Et on a peut-être les mêmes politiciens opportunistes qu'auparavant, mais comme ils sont opportunistes, ils sont dans l'air du temps, et donc ils reprennent timidement, commencent à reprendre timidement ces questions. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces questions, que ce soit sur la santé, sur les transports, sur l'éducation, mais aussi sur la sécurité, on dit en France, on parle de la sécurité, c'est intéressant. La question de la sécurité, etc. En fait, qu'est-ce que ces questions en commun? C'est la place de l'État, le rôle des services publics, comment on voudrait construire une véritable citoyenneté avec un État qui véritablement s'occupe de ces questions, qui ne laisse pas la population être obligée de chercher d'autres interlocuteurs, comme le milieu associatif, les religieux ou des fois les fonctionnements un petit peu mafieux. Voilà, je ne vais pas trop prendre votre temps. Je pense que pour la présentation des candidats, on aura l'occasion de voir un petit peu la main qui compléter avec le débat. C'était bon. Bonsoir à tous. Je suis journaliste brésilien et je veux dire qu'être journaliste au Brésil, ou faire du journalisme, n'est pas et n'a jamais été une tâche facile.
Parce que les conditions sont toujours stressantes, il y a plusieurs facteurs qui provoquent une certaine angoisse professionnelle du journalisme. Peu de temps pour compléter le reportage, la difficulté de s'assurer que l'information n'a pas d'erreur ou malentendu, la difficulté d'obtenir les informations fondamentales, l'absence volontaire des témoins et plus récemment la perte du privilège d'être la seule source d'information. Les possibilités multiples et infinies offertes par l'Internet ont été la clé de modifier diverses réalités concernant le journalisme traditionnel. Les informations ont été universalisées et on peut en avoir accès à tout le monde. Augmente de plus en plus le nombre d'entreprises et les professionnels qui utilisent l'Internet pour promouvoir les produits, les idées et les éléments. Et comment le langage est multimédia, la seule information imprimée cesse d'être une actualité. Il n'y a aucune limite de temps ou d'espace, ce qui d'une part est considéré comme un avantage énorme, mais souvent cet avantage devient une grande difficulté de la compréhension. Il n'y a pas de restriction ou exposition des idées, et ce qui pourrait être vu comme un espace démocratique devient souvent un défilé de personnes, des idées, des faits, des situations très bizarres, très confuses et très contradictoires. Ce qui se passe au Brésil dans cette période, en fonction des élections majoritaires. Il y a des candidats à président, sénateur, gouverneur, les membres du Congrès, les législateurs de l'État, et les chiffres sont astronomiques. France Thierry, après le débat, peut expliquer la différence du système politique français et du système politique brésilien. Ce sont 11 candidats à la présidence en poste, 171 candidats au poste de gouverneur pour 25 postes vacants, 275 candidats au Sénat pour 104 sièges, 6.067 candidats au Congrès pour 53 sièges et 15.442 candidats représentants de l'État pour 1.059 postes vacants. Chaque candidat a son propre justificatif pour disputer un poste, mais il y a un argument très convaincant. Un membre du Congrès reçoit entre le salaire et l'avantage de 33 000 € à 38 000 € par mois. Un sénateur brésilien reçoit entre les salaires et les avantages de 40 000 € à 49 000 € par mois. Certains avantages sont même inexplicables. Par exemple, le Congrès est à Brasília, la ville de Brasília. Les membres qui représentent la ville de Brasília et vivent dans la ville de Brasília, ils ont le droit de recevoir une indemnité liée à billet d'avion. Au Brésil, les journalistes suivent tout le temps les journées à jour des principaux candidats à la présidence. Il y a aussi une certaine couverture des principaux candidats à gouverneur et sénateurs. Les candidats membres du Congrès et à législateur d'État sont rarement nouvelles, sauf en cas de scandale ou quelque chose comme ça. Ainsi, il est difficile pour les électeurs brésiliens bien connaître les candidats et leurs propositions. Mais même que les journalistes voulaient, il ne serait pas possible de couvrir la journée à jour de chaque candidat. Et même s'il y avait de espace, il y aurait beaucoup de difficultés à expliquer les courants idéologiques de chaque candidat et les propositions respectives et les identifications partisanes. Actuellement au Brésil, sont 32 partis politiques enregistrés et 20 autres en attente d'enregistrement. Ce sont partis politiques dont l'idéologie ne se traduit pas à l'électeur. Il n'y a pas d'identification idéologique entre les électeurs et les candidats. Et même si la plupart se présentent comme idéologie de gauche, pour l'électeur brésilien, ces identifications sont complexes et génèrent encore plus de confusion lorsque les candidats décident de faire des alliances avec d'autres partis politiques. Il n'y a aucune cohérence des idées ou des programmes. Les justifications sont concernant souvent autant de propagande électorale à TV. En raison de ce mélange de lettres et de partis politiques, les élections au Brésil révèlent des situations difficiles à expliquer et accepter. Il y a des candidats qui prennent un poste, même avec un nombre beaucoup plus faible que les autres candidats. Il est les résultats du calcul qui favorisent les votes du parti, mais les électeurs brésiliens identifient rarement les partis ou l'alliance de leurs candidats.
Cette année, ce sont 11 candidats à la présidence, mais juste 3 disputent l'attention de la presse et des électeurs: Dilma Rousseff, Aécio Neves et Marina Silva. Dilma Rousseff est la candidate de l'ancien président Lula. Et elle a comme atout l'implantation de plusieurs programmes sociaux. Ce sont des programmes que la candidate et son parti politique, PT, Parti du Travailleur, défendent comme les plus grands responsables pour la situation économique d'un bon nombre de Brésiliens. La faiblesse de ces candidatures, c'est qu'elle et son parti sont directement associés à des cas innombrables de corruption. Et certains de ses principaux dirigeants, aujourd'hui, se retrouvent pris au piège. Le président est également accusé de ne pas être une bonne administratrice pour les 4 dernières années, laissant le pays au bord d'une récession et d'autres aggravantes comme le retour d'inflation, par exemple. Aécio Neves est du même parti politique de l'ancien président Fernando Henrique Cardoso. Il se présente comme un jeune candidat et qui a été bien noté en tant que gouverneur. Être de l'opposition lui permet d'attaquer le gouvernement actuel incessamment. Mais son parti et lui-même ont également été cités dans des cas de corruption. Son parti est accusé de ne pas avoir une si forte identification avec la classe ouvrière et les classes les plus pauvres, qui sont précisément les électeurs de l'ancien président Lula. Marina Silva est devenue candidate après la mort d'Eduardo Campos. Auparavant, elle était la vice. Marina avait déjà disputé la présidence en 2010, quand elle est arrivée en 3e avec plus de 20 millions de votes. Après l'accident fatal avec Eduardo Campos, elle a accepté d'être la candidate et rapidement, elle est devenue une des favorites et en plusieurs sondages, elle apparaît en première. Mais elle est accusée par les adversaires de ne pas être ferme sur ses propres idées et avoir beaucoup d'influence religieuse, en étant un membre actif de l'église évangélique. Dans les campagnes électorales, les candidats sont occupés plus d'attaquer les adversaires et moins avec la présentation des propositions. En ce temps, le thème principal de la presse a été le scandale lié à des détournements de la Petrobras, l'une des entreprises brésiliennes les plus lucratives. Selon les rapports de la presse, la plupart de l'argent détourné a été utilisé pour acheter le soutien des politiciens et des partis politiques en faveur du parti de la présidente Dilma. Tout au long du mois de septembre, les candidats ont utilisé l'espace journalistique comme champ d'attaque et de défense. Pas de propositions. Et même quand ils ont présenté le programme du gouvernement, quelques propositions ont été utilisées comme des outils pour attaquer les adversaires. Avant l'Internet, les informations sur les débats, les campagnes, les événements et les nouvelles étaient limitées aux journaux. Les lecteurs cherchaient des références et renseignements pour mieux connaître les candidats. Mais ce privilège est fini. Aujourd'hui, pour les lecteurs, il y a une diversité d'outils officiels et non officiels pour mettre à jour ces éclairements. La télévision est encore le moyen le plus populaire et c'est pour ça que les entreprises de communication promettent des interviews et des débats entre les candidats pour aider les électeurs à faire le choix. Les candidats misent les jetons sur le programme électoral de la radio et de la télévision qui commence des mois avant les élections. Le ton de chaque candidat est défini en fonction des alliances avec d'autres partis. Et de la recherche de plus d'exposition provoque des situations bizarres et confuses pour les électeurs. Par exemple, la candidate Dilma Rousseff est du PT, Parti du Travailleur, et elle a 7 ans de soutien du PMDB, mais em quelques régions comme o Rio, les deux partis sont adversaires. La candidate Marina Silva est du PSB, mais dans l'État de São Paulo, le PSB soutient les candidats Aécio Neves du PSDB. Compliqué. C'est un exemple de como choisir un candidat en fonction de son idéologie. Idéologie est quelque chose de compliqué au Brésil. Et comment est la relation entre les candidats et les partis politiques avec la presse? Les politiciens n'aiment pas trouver les noms en reportage de scandale, surtout en cas de corruption. Et quand cela arrive, ceux qui sont impliqués presque toujours réagissent de la même façon. Ils disent qu'ils sont victimes de persécutions politiques. Ils accusent les médias de collaborer dans cette supposée persécution. Ceux qui se sentent persécutés, peu importe les partis, appellent souvent la presse des médias escrocs et exigent souvent des mesures strictes pour contrôler la presse.
Le plus désespéré cherche des moyens plus radicaux pour empêcher de nouvelles d'atteindre la connaissance du public. Par exemple, un maire a acheté tous les exemplaires des magazines célèbres dont l'histoire était sous son implication des affaires de pédophilie. Un gouverneur, sachant que ce sera l'objet d'une histoire dans laquelle son nom apparaît aussi impliqué dans le scandale de corruption, a demandé aux tribunaux d'empêcher la vente et la distribution du magazine. Mais sa demande a été rejetée. La presse dispose de cette caractéristique d'enquêter et clarifier la situation pour la société. Mais au cours de l'exécution, le public ne sait avec certitude si ce sont des nouvelles ou des publicités. En effet, lors de l'exécution, évident la position politique de chaque journal des grandes entreprises de médias pour ou contre un candidat. Il n'y a pas l'impartialité ou la neutralité. Dans un espace où les candidats doivent se présenter et expliquer ce qu'ils veulent faire, le public compris les combats, les insultes, les attaques personnelles, les accusations et toutes sortes d'actions qui laissent un plein de solutions pour améliorer le bien-être de la société. En outre, au Brésil, la présentation des candidats est devenue une sorte de caricature. La relation entre la société et la classe politique est déjà assez mauvaise. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles chaque élection se présente les candidats des propositions de plus en plus bizarres. En 2010, les membres du Congrès les plus votés au Brésil étaient un club connu sous le nom de Tiririca. Pendant sa campagne, il a joué avec la main d'escrier des députés, a déclaré qu'il ne savait pas ce qui était parlementaire. Il a admis que, s'il était élu, il permettrait de résoudre les problèmes de sa propre famille. La campagne a été faite de moquerie, sans la présentation d'une seule proposition. Et cependant, il a fini par être la plus votée du Brésil. Les experts disent que c'est un vote de protestation. Le fait qu'il ait augmenté le nombre de candidats avec la même ligne de présentation. Est-ce que tu peux traduire cette phrase? Voter Tiririca, ça ne peut pas être pire. Non, je vais vous montrer une petite vidéo avec un petit nombre de candidats bizarres au Brésil. Ça marche pas en fait. Pas de vidéo. Tu l'as ailleurs sur l'ordi? Non. Bah, la vidéo, ça sera pour un autre moment. Ok, ça ne marche pas. Regarde. Hein? Ok. Conclusion. La presse brésilienne a une tâche très dure, essayer de faire du journalisme politique sérieux comme il est enseigné dans les universités. Mais dans un pays où la politique est complètement discréditée. Une enquête récente a révélé que 8 Brésiliens sur 10 ne croient pas ni les politiciens ni les partis politiques. Mais comme le vote au Brésil est obligatoire, chaque Brésilien doit choisir un candidat, même si l'électeur ne le croit pas. Quoi faire? Comme beaucoup de Brésiliens, je pense qu'une réforme politique est plus qu'urgente. La classe politique brésilienne ne représente pas les Brésiliens. C'est un autre monde, comme une société fermée avec ses propres intérêts. Donc changer le système politique, le mode de faire la politique, le mode d'être politicien, c'est ça les avantages, c'est plus que nécessaire. Les Brésiliens sont indignés et déçus avec le monde politique. Et s'il n'y a pas un changement bientôt, il sera en mesure de répéter ce qui s'est passé il y a 2 semaines en Ukraine, où un groupe s'est rebellé contre un politicien. Mais les vidéos, je pense que... Non, ça marche pas. Ok. Bah, voilà, c'est tout. Merci pour la conclusion. Pardon pour la vidéo. Okay. Donc, merci à Tchao, merci à Francis, merci à Thierry. Et donc maintenant, c'est à vous.
Voilà, c'est démêlé. Donc maintenant c'est à vous, à vos questions, vos considérations, ce que vous voulez dire. Donc qui aimerait prendre la parole? Donc je vous rappelle que cet événement est organisé par deux associations, donc Activisme et la Tacite. Ceux qui veulent adhérer à l'association ou participer à FRAY pour l'organisation des nouveaux événements, c'est avec Carla qui est au fond. Et donc, comme vous voyez bien, il est enregistré et il y a aussi des photos. Donc nous vous demandons les autorisations pour ceux j'ai dit pour ceux qui ont arrivé après. L'autorisation de droit d'image, c'est avec Fabrice qui est au fond. Donc pour qu'on puisse utiliser ça pour diffuser sur Internet, pour diffuser pour l'association, pour les associations. Et donc est-ce que ça vous a plu les présentations? Oui. Je vois qu'il y en a qui ont pris des notes, qui ont commenté les uns avec les autres, des choses. Donc si vous pouvez partager avec nous ce moment, poser des questions à ces messieurs qui sont là pour ça. Donc, qui se lance? Qui sera le premier ou la première? Allez. On ne paye pas pour. 16. On paye pas. On paye pas. Non, alors. On paye pas. Mais nous, on est payé pour répondre. Ça, tu vas avec l'organisateur. Alors, je vou fazer uma pergunta para o Djalma. E je pose em português e après je traduis em français. Djalma, você falou sobre a mídia agora, sobre os políticos, que o povo não acredita nos políticos, né? Eu tento ler jornais brasileiros e a minha dificuldade é crer também nos jornais brasileiros. Vou traduzir aqui, pessoal. Donc j'ai dit que la population brésilienne a du mal à croire aux politiques, aux hommes politiques brésiliens. Et en tant que Brésilien, moi aussi j'ai du mal à croire aux médias brésiliens. Donc je voudrais bien qu'il me développe cette idée. Et puis c'est bien, mon ami Francis va pouvoir traduire très bien pendant l'explication du Djalma. Je pense que je vais répondre en portugais pour être dynamique et plus rapide. D'accord? Tu peux faire attention. Je parle português. Eu sou jornalista, né? Je suis journaliste. E eu também desconfio da mídia. Je n'ai pas confiance dans les médias. Meu pai era jornalista. Mon père était journaliste. E dizia para mim, nunca confia no jornalista. Il disait lui-même, ne fais pas confiance aux médias. E para os meus alunos, eu digo o seguinte. Et ce que je dis à mes étudiants, c'est la chose suivante. Procurem o máximo de informações possíveis. O máximo. Cherchez à avoir un maximum d'informations possibles. Não confiem apenas num único veículo de informação. Ne faites pas confiance à un seul média, une seule source d'information. Por mais popular que ele seja, mais conhecido e mais visto ou ouvido. Même si c'est très connu, très populaire et très renommé. Vou dar um exemplo. No Brasil existe a Rede Globo. Vocês conheçam. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez probablement au Brésil la Rede Globo e a Revista Veja. Et la Revista Veja. Donc c'est la chaîne principale de télévision et le principal hebdomadaire. Ils são bem conhecidos, são bem lidos e bem vistos. Ils sont très connus, très lus et très bien vus. E é muito comum no Brasil. Il est très commun au Brésil. Que uma pessoa diga, é verdade que eu ouvi na Rede Globo. Il est très commun au Brésil que les gens disent, c'est vrai, je l'ai vu sur la TV Globo. Se a Rede Globo deu, não é verdade. Si la TV Globo dit, c'est que c'est vrai. E não é verdade, nem sempre. Et c'est pas tout le temps vrai. Então, as pessoas normalmente têm essa tendência de acreditar naquilo que o veículo mais importante diz. Alors les gens ont tendance à croire ce que disent les médias les plus importants. E a função, a minha função como professor, como jornalista, é dizer o contrário. Et ma fonction en tant que professeur, en tant que journaliste, c'est de dire le contraire. Se você vê um jornal, lê uma revista, procure outros jornais, outras revistas, para ter uma opinião mais équilibrée. Si vous voyez une info dans un journal, essayez de voir si elle est confirmée dans d'autres journaux pour avoir une opinion plus équilibrée. Não sei se é assim na França. Je ne sais pas si c'est comme ça en France. Alors, et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'en France c'est comme ça aussi? Alors, personnellement, je pense qu'en France c'est comme ça aussi, mais les Français savent ce qu'est la France. Peut-être toi,
parler du fait qu'au Brésil, bon, alors la Rede Globo a été au sein d'un certain nombre de polémiques, mais la Rede Globo, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire, c'est la Veja. La Veja, c'est le principal hebdomadaire, c'est l'hebdomadaire qui a la plus grande circulation. Et il y avait un documentaire aux États-Unis sur la chaîne de télé Fox News, et qui disait que Fox News faisait la guerre à l'information. Et ben, je pense qu'on peut dire à peu près la même chose sur la Revista Veja. La Veja fait la guerre à l'information. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils lutteraient contre le gouvernement, par exemple, et donc ils lancent des calomnies, des articles où il n'y a pas des accusations sans preuve, quitte à payer les condamnations si jamais la personne porte plainte, mais il en restera toujours quelque chose. Et il y a énormément, pratiquement toutes les semaines, il y a des articles qui sortent dans la Veja avec des démentis par ailleurs, dans des journaux qui ont une circulation bien moindre. Mais ces faits qui sont relatés, enfin ces faits, ces allégations qui sont relatées dans Veja, sont répétées par les gens qui ne lisent pas Veja. Pourquoi? Parce que Veja est reprise, la une de Veja est reprise à la télé par exemple, et commentée par, disons qu'il y a une famille bourgeoise où ils ont des employés. Et ben, le type va parler de ça, donc pour les employés qui n'ont pas le journal vont en parler aussi, et l'information va avoir une audience bien au-delà de son propre lectorat. Ça c'est quelque chose, des fois j'ai lu des énormités dans Veja, et la semaine d'après, j'entendais les gens les répéter. Voilà. Oui, il y a une chose de sûre, c'est que les deux choses de sûre. Premièrement, c'est que le média qui crée le pouvoir, c'est la télévision au Brésil. C'est pas la presse écrite. Effectivement, après, la presse écrite peut être reprise, mais c'est la télévision. C'est vrai partout finalement. Et la deuxième chose de sûre, c'est qu'il n'y a de grands médias. Il n'y a pas de grands médias de gauche. Il y a des grands médias de droite, ou libéraux en tout cas. La Veja et la Globo sont des médias ultra-libéraux, c'est clair. Mais il n'y a pas de grands médias qui feraient le pendant sur l'autre spectre politique. Par contre, les médias se positionnent par rapport au pouvoir aussi. Donc on peut avoir des effets paradoxaux. Par exemple, il y a une autre grande chaîne de télé au Brésil, qui est la Rede Record, qui appartient à l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui n'est pas une chaîne, qui est une chaîne qui appartient à l'Église évangélique, même si une partie de ces programmes ne sont pas des programmes évangéliques, il y a des vrais journaux télévisés, etc., mais qui va prendre position pour le gouvernement, parce que la Globo va être contre le gouvernement, mais que la Record elle-même est contre la Globo dans une lutte d'influence et de pouvoir médiatique pour l'influence audiovisuelle. Donc il peut y avoir des soutiens au gouvernement actuel, par exemple, qui est un gouvernement de gauche, mais sur une logique de pouvoir et de soutien au pouvoir en place, dans une lutte entre grands médias sur leur propre captation d'espace médiatique. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, et c'est vrai partout, c'est vrai en France, la puissance médiatique, la puissance des médias est une puissance qui s'exprime généralement sur un spectre politique et pas sur son autre spectre. Il n'y a pas de grands médias. Par contre, et là c'est la même chose que ce qu'on disait entre les partis politiques et les mouvements sociaux et la modernité de certains mouvements sociaux, etc., c'est qu'il existe une bonne presse au Brésil. Il existe de bons médias qui ont des tirages plus confidentiels. Mais il y a de très bonnes revues, il y a de très bons... Alors les journaux et quotidiens, c'est peut-être un peu moins vrai, mais en tout cas, il y a de très bonnes revues et il y a de très bons médias alternatifs qui sont aussi... je ne sais pas, par exemple, sur l'actualité culturelle, enfin, sur des qui ont un certain tirage quand même, si on prend une revue comme Piauí, par exemple, je crois qu'on a accès à un regard assez critique sur la société, etc. Alors il y a quand même un hebdo plutôt de gauche qui a un grand tirage, qui s'appelle Carta Capital aussi, mais que je trouve parfois un peu too much aussi. C'est-à-dire que des fois, ils sont tellement alignés sur le gouvernement actuel que parfois, notamment sur l'activité internationale, ils sont presque pro... ils s'alignent sur la diplomatie brésilienne, ils sont pro-iraniens, pro-machin, etc. Mais voilà, il y a quand même Carta Capital et Piauí qui sont des... Je parle des grands tirages, et puis les quotidiens, par exemple, les grands quotidiens, c'est les deux grands quotidiens de São Paulo, la Folha de São Paulo et l'Estado. Il y a un petit peu le Globo qui appartient à la Rede Globo à Rio.
puis c'est tout, il y a ces 3 grands journaux qui sont plutôt des journaux, il n'y a pas de pendant à ces 3 journaux qui auraient une vision, je dis même pas de gauche, mais une vision ne serait-ce que stable, stabilisée en tout cas des choses. On prend en Angleterre par exemple, il y a des grands quotidiens de gauche, il y a des grands quotidiens de droite, il y a un spectre beaucoup plus large, ce qui n'est pas le cas au Brésil. Et juste parce qu'il y a quelque chose aussi que j'ai dans l'esprit. Vous avez parlé un petit peu des manifestations au Brésil, le printemps brésilien, qui fait penser au printemps arabe. Et c'est genre une vague qui est venue du Maghreb, qui est arrivée jusqu'au Brésil. Et je voulais savoir, parce que des fois, je pense qu'il y a aussi un petit peu d'instrumentalisation, d'utilisation pour déstabiliser quelque chose, bon, tout de suite, juste avant la Coupe du Monde, et puis ça va exploser. Dilma ne va pas résister à ces pressions, à plus de la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet, sur le printemps brésilien et ce qu'on attendait du Brésil, et s'il n'y avait pas des pressions occultes qui pouvaient bénéficier de ce genre de choses? Moi, mon opinion, c'est que d'abord, ça n'avait de printemps, tous ces printemps-là, que la saison, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de semblable en fait. Les printemps arabes, on était effectivement bon, sur une certaine génération, etc., mais sur des vraies tendances révolutionnaires, populaires, avec bon, une complexité bon, que je ne vais pas analyser ici. Mais du côté brésilien, on avait dans la rue des secteurs de la population qui d'habitude n'étaient pas les secteurs revendicatifs. C'était pas, même si effectivement dans les manifestations de rue, dans les grandes villes, on pouvait avoir les Sem-Tets, les Sem-Ter, certains syndicats qui venaient en appui, etc. Mais on était sur quelque chose de très irruption d'une revendication des classes moyennes. Moi j'ai analysé ça plutôt comme un mouvement social post-émergence. Une fois l'émergence, la sortie de la pauvreté, création d'une classe moyenne, accès à l'université, et puis tout d'un coup le rêve de société qui va avec ne se concrétise pas parce que l'économie ralentit, parce que le champ politique ne s'est pas modernisé, parce que on est déçu par un certain nombre de choses. Et donc moi je voyais quand j'étais à l'époque au Brésil et je m'occupais d'étudiants universitaires, c'était eux qui étaient dans la rue. C'était pas ceux qui étaient dans la rue lors de mouvements populaires 10 ans avant. Et effectivement, du coup, je pense qu'il y a eu à un moment donné, et notamment de la part de certains secteurs plus droitiers, il y a eu des tentatives de récupération de ce mouvement-là, de cette spontanéité-là, pour en faire un mouvement anti-gouvernemental. Ce qu'il n'était pas du tout. C'était un mouvement anti-politique, en fait. Anti-politique au sens traditionnel de la classe politique brésilienne, en les mettant tous dans le même panier. Donc c'est vrai qu'après, il y a pu y avoir des tentatives de récupération, mais qui, à mon avis, ne sont pas allées très loin. Et puis après, bah oui, on a tous en tête le match d'ouverture de la Coupe du Monde avec un public brésilien qui emploie des termes assez crus contre la présidente, etc. Mais quelle était la classe sociale brésilienne qui était dans les gradins du stade ce jour-là? C'était une classe moyenne haute ou haute. Donc je veux dire, encore une fois, on est sur des logiques qui sont pas très politiques en fait, etc. Donc je pense qu'il y a eu tentative de récupération. Je pense que le mouvement en lui-même a réussi à les expulser. Et puis après, voilà, est-ce qu'on peut parler aussi d'un mouvement en tant que tel? Parce qu'en même temps, je dis que c'était les classes moyennes, etc. Et en même temps, enfin, São Paulo, c'était la grande nouveauté, on a eu les Black Blocs tout de suite. Il n'y en a pas qu'à Berlin, etc. Il y en a aussi à São Paulo. Et puis on a pu voir aussi des mouvements anti-avortement se greffer sur les manifestations. Enfin, il y avait une sorte de puzzle comme ça qui est assez difficile à analyser. Sur les manifs de juin, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça commence par une manif contre l'augmentation du prix des transports à São Paulo, qui est anecdotique, c'est un peu fort comme mot, mais qui n'est pas très importante, qui est même habituelle. C'est un mouvement qui a l'habitude de manifester, ça s'appelle le mouvement pour le transport gratuit, Passe Livre, les MEPL. Mais ce qui se passe, qui fait un vrai changement, parce que le premier jour des manifestations, les titres des journaux, c'est des casseurs saccagent le centre-ville. Et là, les flics font une erreur immense. Ils tapent sur des journalistes. Du coup, le lendemain,
c'est violence policière inadmissible contre des manifestants pacifiques. Et là, ça change. Là, ça change. La presse a retourné, pas retourné sa veste parce que c'est du corporatisme, ils ont changé, ils ont fait un virage à 180% en 2 jours. On peut regarder on peut retrouver les titres de la Folha de São Paulo d'un jour et du lendemain, quand un de ces journalistes s'est fait crever un œil ou un truc dans le genre, quoi. Hein. Et ça a été vraiment significatif. Donc, tout à coup, à partir du moment où les médias emboîtent sur ce mouvement, on se met à parler de la situation des transports et ensuite de la situation des services publics en général. Parce qu'il y a un ras-le-bol qui émerge, donc un ras-le-bol qui est sur la question du transport, sur la question de la santé, sur la question de l'éducation. Et au départ, à São Paulo, c'est une ville qui est un État qui est géré par le PSDB. Donc on peut penser qu'au départ, c'est un mouvement anti-PSDB, sauf que quand c'est à l'échelle nationale, le gouvernement, c'est le Parti des travailleurs, le PT. Donc tout à coup, ça devient anti-PT, parce que c'est anti-PT, anti-PSDB, en fait c'est anti les deux. Parce que c'est contre la politique traditionnelle. Et ensuite, il y a d'un côté les gens un petit peu politisés qui trouvent que quand même il n'y a pas assez de lignes de métro à São Paulo, et il faudrait s'inspirer de, je sais pas moi, Amsterdam, par exemple. Ça, c'est les gens qui connaissent Amsterdam. La plupart des gens, ils considèrent que c'est embouteillé dans le métro, vivement que j'ai une voiture. Ils ne se posent pas la question de si j'ai une voiture, ça sera embouteillé à la surface aussi, enfin c'est déjà embouteillé d'ailleurs à São Paulo. Bref, il y a ce genre de questionnement, il y a ce genre de revendications, et puis finalement ça commence à devenir un ras-le-bol. Donc le ras-le-bol d'une part des gens qui ne sont pas les plus privilégiés, qui aimeraient bien avoir plus de privilèges, mais aussi le ras-le-bol des privilégiés qui n'ont pas envie de partager. Hein, il y a un discours populiste sur, j'ai lu un article récemment qui était Mi empregada é muito abusada. Ma femme de ménage abuse. Hein, donc en fait de plus en plus les femmes de ménage refusent de travailler au noir, demandent qu'on leur paye les 35 heures déclarées, enfin c'est pas les 35 heures au Brésil, vous voyez ce que je veux dire, le temps qu'on les déclare, qu'elle n'ait pas à faire d'heures supplémentaires comme ci, comme ça, et ont refusé de faire des faveurs supplémentaires. Est-ce que tu peux venir le dimanche? Ah mais je t'ai donné un pull pour mon fils. On sort de cette relation paternaliste pour entrer dans une relation de travail. On a un employé qui a des revendications, mais je veux gagner plus, et puis je veux pas faire d'heures supplémentaires, ça. Donc tout à coup, il y a une rupture, et une certaine classe moyenne qui est furieuse contre ça, parce que au Brésil, le phénomène des femmes de ménage, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas en France. Hein. Toute la classe moyenne a des femmes de ménage, ce qui n'est pas le cas en France. Et on voit, c'est le vestige de l'apartheid social qui est au Brésil. C'est plutôt bonne à tout faire. Oui, c'est plus que c'est même pas des femmes de ménage, c'est des bonnes à tout faire. Exactement. Mais alors, empregada domestique, les employés domestiques. En tout cas, c'est un exemple pour dire que les revendications, l'insatisfaction n'est pas uniquement une insatisfaction contre les mesures positives, mais une insatisfaction contre la nouvelle classe émergente qui ne passe pas bien sur la photo. Hein. On parle du rolezing, par exemple, quand les gens vont dans les centres commerciaux. C'est-à-dire que les pauvres qui allaient au centre commercial et qui avaient un look de pauvre se faisaient suivre dans tout le magasin par les vigiles. Du coup, ils ont fait comme les apéros géants en France. Hein. Ils ont fait des événements Facebook. Venez, on se retrouve tous au centre commercial. Et tout d'un coup, tu as des centaines de pauvres dans le centre commercial, et le centre commercial qui se demande comment il peut faire pour empêcher ce genre d'événement où ils peuvent perdre le contrôle avec des hordes de pauvres qui vont les piller. Mais en fait, un centre commercial n'est pas un lieu public puisque c'est de la propriété privée. Enfin bref, on commence à se poser des questions là-dessus, et la question de où commence la discrimination, comment fonctionne ce genre de choses. Donc les mouvements de juin 2013, c'est à la fois un mouvement populaire avec des revendications légitimes,
et à la fois une tentative de revendication, de récupération par par les forces réactionnaires. Donc le ras-le-bol de la politique va devenir, il ne faut pas avoir de drapeau politique, il faut avoir des drapeaux du Brésil, et il va y avoir des cas où des manifestants vont se faire casser la gueule parce qu'ils avaient un drapeau avec un parti politique. Ça c'est un truc qui n'est pas passé auprès des organisations, qui a dit, mais attendez, non, on peut très bien pas être d'accord avec les politiciens et ne pas casser la gueule aux manifestants quand le drapeau avec un parti politique. Alors, voilà. Tout ça pour dire que tout à coup, il y avait tellement de revendications différentes, il y avait les pro-gouvernements, les anti-gouvernements, etc., que le mouvement a été irrécupérable parce que tout le monde cherchait à le récupérer, je pense. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait les limites de ce mouvement. Oui, je peux parler fort. Comment vous voulez? Alors, bonjour, j'avais une question. Est-ce que je la traduis, je la pose déjà en portugais ou en français? Donc d'abord, je la pose en français. Alors, j'avais une question justement pour revenir sur les médias, à la vision qu'on a de l'insécurité. Et donc, Francis avait parlé qu'on dit pas insécurité, on dit sécurité au Brésil, ce qui est très intéressant. Et ça va dans plein de choses différentes. Les médias brésiliens, généralement, ça se passait d'une manière. Généralement, j'ai pas regardé beaucoup de journal au Brésil parce que j'ai rapidement arrêté. Ça m'a fait énerver. Mais généralement, ils vont montrer des images, ils vont montrer des gens morts. Donc, ils vont montrer des images de cadavres, d'actes crapuleux. Et ensuite, ils vont passer sur autre chose, sur un autre sujet. Et je suis très intéressé et en même temps choqué par cette. Comment dire ça disons qu'on maintient un climat d'insécurité dans lequel on va forcément parler de sécurité. Donc comme il y a insécurité, on va devoir demander plus de sécurité au lieu de se poser des questions sur finalement les causes mêmes de cette insécurité. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une escalade permanente du besoin de sécurité et que les médias l'entretiennent vraiment. Donc voilà, je voulais savoir quel était un petit peu le point de vue et comment est-ce que c'est travaillé au point de vue des médias qui sont un peu plus indépendants. Bom, je vais responder em português. A questão da mídia e da segurança no Brasil, la question des médias et de la sécurité au Brésil, tem fundo também econômico, a aussi un fond économique, além do político. en plus du côté politique. Bom, político por quê? Porque a gente já falou aqui da questão da classe política que é muito distante da sociedade. On a déjà dit que la classe politique était très distante du reste de la société. Os políticos no Brasil não são assaltados na rua como nós, cidadãos, somos. Les politiciens ne peuvent pas se faire agresser dans la rue comme les simples citoyens. Os políticos no Brasil não estão preocupados com segurança pública porque eles não andam na rua. S'ils se préoccupent de la sécurité publique, ce n'est pas parce qu'ils se baladent dans la rue. Então, segurança para eles é de outro nível, é diferente do cidadão comum. Pour eux, c'est à un autre niveau, c'est différent pour les citoyens communs. A questão econômica é que isso, para os políticos, é uma questão de obter benefício com a insegurança. La question, c'est que les politiciens peuvent obtenir des bénéfices de la question de l'insécurité. Tem sociólogo no Brasil, eu não me lembro o nome dele agora, Il y a un sociologue brésilien dont on m'échappe maintenant, que disse que pobre no Brasil é a coisa mais interessante para os políticos. qui dit les pauvres au Brésil, c'est la chose la plus intéressante pour les politiciens. Quanto mais pobre, mais miserável, mais insegurança, melhor. Plus il y aura de pauvres, plus de misère et plus d'insécurité, mieux ce sera pour les politiciens. É uma visão meio exagerada, claro, C'est une vision qui est un peu exagérée, bien sûr, mas de uma certa maneira é o que acontece no Brasil, porque a insegurança é moeda de troca de voto na hora da eleição. mais dans une certaine mesure, ce qui se passe au Brésil, c'est que l'insécurité, c'est une monnaie d'échange. La question de la sécurité, c'est une monnaie d'échange au moment des élections. A ministra da Educação da Finlândia, La ministre de l'Éducation de la Finlande, eu não lembro se é Finlândia mesmo, acho que c'est dans la Finlande, mais ela esteve no Brasil ano passado, elle est allée au Brésil l'année dernière, j'étais là-bas. E apresentaram para essa ministra da Finlândia, da Noruega, não lembro, Ils l'ont présenté, donc je ne sais plus si c'était la Finlande ou la Norvège, alguns dados que os políticos brasileiros têm orgulho.
Ils nous montraient un certain nombre de données dont les ministres brésiliens étaient fiers. Por exemplo, escolas em bairros pobres, hospitais em bairros Le nombre pobres. d'écoles qu'ils avaient fait construire dans les quartiers pauvres, le nombre d'hôpitaux qu'ils avaient fait construire dans les quartiers pauvres. Mas nada daquilo estava funcionando. Mais en fait, rien de tout ça ne fonctionne. E o maior orgulho que apresentaram para essa ministra Et la fierté la plus grande qu'ils ont présentée, foram os programas sociais como esse Bolsa Família. c'était les programmes sociaux comme par exemple la Bourse Famille. E ela perguntou por que não se pega o dinheiro do Bolsa Família para fazer o hospital e a escola funcionar. Et il a dit pourquoi vous ne prenez pas l'argent de la Bourse Famille pour faire des hôpitaux et des écoles qui fonctionnent? Porque isso não daria voto depois. Parce que si ça marchait, ça ne permettrait pas d'avoir des votes aux prochaines élections. Eu sou carioca do Rio de Janeiro, Je suis de Carioca, de Rio de Janeiro. que é uma das cidades mais violentas em termos de capitais no Brasil. C'est une des villes les plus violentes au sein des capitales du Brésil. E não sei se vocês conhecem o Rio, demografia, não? La géographie, Géographie. il y a des collines, Muitas des vallées. montanhas, muitos morros e as favelas. Donc il y a des vallées en fait sur les flancs de montagne, de collines. Há especialistas que dizem que não se resolve o problema da insegurança no Rio, nas favelas, porque é uma questão política, não se quer resolver. Il y a des spécialistes qui disent que si on ne résout pas la question de la violence de favela, c'est parce qu'il y a une volonté politique de ne pas la résoudre. O último governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, L'actuel gouverneur de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele implantou serviço chamado UPP. a mis en place un service qui s'appelle les UPP. É uma espécie de delegacia no morro. C'est des commissariats sur la commune. Ça se veut proche de ce qu'on appelait en France la police de proximité. Bom, a polícia estava no morro, segundo o plano do governo, Selon les plans du gouvernement, la police était donc présente sur le commune para resolver todos os problemas, pour résoudre tous les problèmes. inclusive educação, Donc aussi transport, l'éducation, les transports, eletricidade, serviço público. les services publics. A polícia não foi feita para isso. Mais la police n'a pas été faite pour ça. Mas houve uma celebração na mídia, uma grande publicidade, On a célébré ça dans les médias, il y a eu beaucoup de publicité. caçaram os traficantes, expulsaram os traficantes Ils ont do chassé morro. et expulsé les trafiquants qu'il y avait dans. E aparentemente o morro estava ferido, os favelados ficaram Et feridos. apparemment, les habitants des favelas, de la colline, étaient heureux. Mas como os serviços públicos, educação, saúde, transporte não vieram, Mais comme les services publics, éducation, transport, santé ne sont pas arrivés, voltaram os traficantes. les trafiquants sont revenus. E isso continua sendo moeda de voto para os políticos que estão concorrendo hoje. Et ça continue à être la monnaie c'est le moment de monnayer les votes pour les politiciens. Ou seja, não se resolve porque não se quer. Porque poderia ser resolvido. On ne résout pas ce qui pourrait être résolu parce qu'on ne le veut pas. Je vais rajouter juste deux choses. Premièrement, c'est un très bel exemple de ce que j'appelle le clientélisme. C'est vrai pour la sécurité, c'est vrai pour la santé, par exemple. C'est le fait d'entretenir les carences d'un système pour pouvoir ensuite monnayer au cas par cas contre des votes l'accès amélioré à ce système-là. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse troquer les votes de sa famille contre une intervention médicale, contre etc. Et se sentir ensuite redevable en plus à l'homme politique qui a permis l'accès à cette... voilà. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le clientélisme. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi des intérêts économiques puissants, et qui souvent déjà sont tenus par des groupes dans lesquels on retrouve aussi les hommes politiques. La sécurité, c'est une affaire qui se privatise de plus en plus au Brésil. On parlait des femmes de ménage, les classes moyennes ont des femmes de ménage et ont des vigiles. Tous les immeubles brésiliens, pas forcément riches, mais à partir des classes moyennes, ont un portier, deux portiers, trois portiers, on emploie 8, des systèmes de sécurité, des caméras, des fils de fer barbelés, etc. Alors après, on a des choses, plus on monte, voilà, après les agents de sécurité dans la rue, etc. Et donc, effectivement, il y a du business de sécurité. Et puis après, on va plus loin. Quand on monte dans les classes sociales, on a ce qu'on appelle les condominiums, on a les gated communities aux États-Unis, c'est ces grands ensembles fermés, etc., etc. Donc, effectivement, la sécurité. Par contre, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que la vraie insécurité frappe les pauvres. La violence, la vraie violence, les vraies morts de la violence, etc., ce sont dans les quartiers périphériques, ce sont dans les favelas. Et ce qu'on montre pour faire peur aux gens qui ensuite seront consommateurs de sécurité de type privé, c'est finalement une portion congrue de la réelle insécurité.
j'ai vécu 5 ans à São Paulo dernièrement, là où je vivais, je peux vous assurer que je ne me sentais pas du tout dans la sécurité qu'on pouvait voir par ailleurs dans les médias tous les soirs à la télé. Et qui en fait était une insécurité qui frappait les quartiers périphériques de São Paulo. C'est-à-dire qu'on prend des faits divers qui sont tout à fait réels, mais on ne réfléchit pas dessus. Déjà, on ne réfléchit pas dessus, on montre juste la flaque de sang, le cadavre, ce genre de choses. Et surtout, on fait des amalgames. Donc on a l'impression que parce que il y a eu un type dans un quartier pauvre qui s'est fait assassiner, on doit avoir peur de sortir de chez soi parce qu'on va se faire assassiner aussi, d'une part. D'autre part, ce qu'on sait, c'est que la plupart des victimes des trafiquants de drogue, c'est les gens du quartier où il y a le trafic de drogue. Donc, quand on est dans un autre quartier, on court bien sûr un risque, parce que le zéro n'existe pas, mais on ne court pas un risque aussi fort que les gens de cette communauté. Il y avait la question dont on a parlé du fait que la sécurité est un marché très important. Il y a une autre question que je voudrais dire et qui en fait explique un petit peu cette question de la sécurité, mais ça marche pour d'autres aussi. Il y a des gens qui connaissent très bien leur sujet et qui sont de bonne volonté, qui ont des propositions, qui ont des solutions. Je pense à des types comme Luis Eduardo Soares, je pense à Marcelo Freixo, je pense à César Pacheco, des types qui ont travaillé sur la question de la sécurité à Rio de Janeiro. Et comment ça marche? Ces types, ils doivent systématiquement, s'ils veulent mettre un projet en œuvre, négocier avec les pourris qui ont le pouvoir. Donc ça veut dire lâcher du lait sur un point, laver des couleurs pour faire avancer un petit peu leur projet. Et on arrive dans des situations intenables. On arrive dans des situations intenables où finalement le projet global est complètement dédivisé. Il y a une ou deux mesures qui vont être mises en place et ça va être très mauvais. Il y a vraiment, hein, si vous lisez les articles qu'il peut y avoir sur qu'est-ce qui peut être fait face à la criminalité au Brésil, il y a des choses très intéressantes qui ont été écrites. Il y a des gens qui travaillent sur le terrain au quotidien et qui ont une analyse pertinente, des propositions. Il y a des projets qui sont mis en œuvre, mais surtout s'il y a une expérience pilote qui marche bien, ce serait dommage de le faire ailleurs. Bonjour. Donc en fait, j'aurais une question peut-être un petit peu naïve. J'ai vécu 1 an au Brésil à Florianópolis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est une des villes, une des capitales régionales les plus riches du Brésil, si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit peu particulier. Et pour prendre juste un exemple, parce que je ne sais pas vraiment comment poser ma question sinon, j'ai une amie là-bas qui, ses 2 parents sont instituteurs, donc un professeur pour les très jeunes, les 13 ans, gagne pas beaucoup d'argent au Brésil, et elle a pu accéder à l'université gratuite, l'université fédérale de Santa Catarina, et elle fait des études très très longues, elle est même venue 1 an en France, etc., pour être juge. Elle est très engagée politiquement, et elle m'explique en fait, sa façon de voir les choses, c'est grâce à Lula, on a de plus en plus de gens qui ne viennent pas des classes riches et qui vont avoir accès dans le futur à des postes importants, des postes de décision dans les entreprises, ou encore une fois, elle doit être juge, des avocats, etc. etc. Et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont dans ce cas-là au Brésil à Florianópolis et qui sont très, très optimistes en pensant que finalement, en fait, cette espèce de création de classe moyenne, qui n'existait pas vraiment avant Lula au Brésil, peut faire changer les choses, peut justement faire en sorte que depuis 8 Brésiliens sur 10 seulement qui croient les hommes politiques. Et j'aurais voulu avoir votre avis pour savoir si, selon vous, c'était une vision un petit peu naïve des choses, ou au contraire, est-ce que vous aussi vous êtes assez confiant dans l'évolution du Brésil par rapport à la création justement de ces étudiants qui vont manifester dans la rue un petit peu pour vous trois finalement. Merci. Bon, c'est une vision qui est à la fois vraie et à la fois fausse en fait. C'est-à-dire qu'elle est fausse parce que malgré tout, il y a une très grande reproduction des élites sociales dans le système d'enseignement supérieur au Brésil, avec un phénomène assez surprenant d'inversion en fait entre les systèmes publics et privés. Le système d'enseignement secondaire au Brésil est de très mauvaise qualité, le système public, et les gens qui ont de l'argent vont en fait étudier dans des collèges et dans des lycées privés.
Par contre, le système d'enseignement supérieur, les universités publiques, est bien meilleur que le système privé. Et il est compétitif, et enfin, c'est pas une université de masse comme en France, c'est une université d'élite dans laquelle on rentre par concours. Et donc en fait, on a un système où ce sont finalement ceux qui ont eu les moyens d'étudier dans les lycées privés, de se préparer au concours d'entrée à l'université publique, qui rentrent dans l'université publique. Et les gens qui n'ont pas les moyens d'étudier dans les lycées privés, étudient donc dans des lycées publics de moins bonne qualité, et rentrent dans les universités privées de mauvaise qualité, parce qu'il n'y a que là qu'ils trouvent de la place, et en plus ils doivent payer pour ça. Alors que ceux qui ont les moyens, qui sont rentrés à l'université publique, en plus ne payent pas pour étudier. Donc globalement, le système est très inégal de ce point de vue-là, et d'ailleurs, la part entre le public et le privé dans les universités au Brésil, c'est 80% dans le privé et 20% dans le public. Alors, le système public d'université est très minoritaire au Brésil, et donc est très élitiste. Maintenant, c'est vrai aussi parce qu'il y a des politiques de correction. Il y a eu une expansion des universités publiques brésiliennes depuis les gouvernements Lula et Dilma sans précédent. Il y a eu la création de nouvelles universités. Dans l'ABC Paulista, par exemple, et puis d'autres universités. Il y a eu la démultiplication de campus d'universités publiques, donc il y a eu une part du public qui s'est accrue. Et puis il y a eu des politiques de bourse, d'accès à l'université, des bourses, des politiques aussi dites d'action affirmative, avec des politiques de quotas pour rentrer, alors soit des quotas d'irratio, ce qui a posé beaucoup de polémiques, mais en tout cas il y a aussi d'autres systèmes avec des quotas pour les étudiants qui viennent des lycées publics, justement, du système public. Donc il y a eu un meilleur accès. Et puis il y a aussi, par exemple, actuellement un programme qui est en train de se terminer, mais qui va être reconduit pour 5 années supplémentaires, un programme de bourse de mobilité pour étudiants, Sciences sans frontières, où tout d'un coup le gouvernement fédéral pose sur 5 ans 100 000 bourses de mobilité à l'extérieur. Alors c'était sur certaines disciplines, etc. mais n'empêche qu'on a aujourd'hui des étudiants d'universités nord-estines, etc., qui n'auraient jamais pu étudier aux États-Unis, en France, etc., et qui ont pu le faire grâce à ces programmes-là. Donc il y a des vraies politiques de correction de ces inégalités-là, mais c'est encore un petit peu fragile parce que la réalité, c'est qu'on a un enseignement supérieur massivement encore tourné vers les élites. Et le vrai défi du Brésil, aussi le vrai défi éducatif du Brésil, maintenant, c'est l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Tant qu'on aura un système public, primaire et secondaire absolument catastrophique, comme c'est le cas actuellement au Brésil, on n'aura jamais le vrai ascenseur social, pour employer une administration galvaudée, qui pourrait avoir lieu ensuite. Oui, je suis d'accord. Personnellement, je suis, on va dire, prudemment optimiste sur le long terme. C'est-à-dire, je pense que ça va mettre longtemps. Il est possible que ça déraille, mais j'ai l'impression que il y a 10-20 ans, on discutait avec nos collègues domestiques, justement. C'était pas le même discours qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle te raconte: ah, mon fils est à la fac. Même s'il est dans une privée, c'est déjà. Même s'il est dans une privée, c'était quelque chose il y a 20 ans, on n'entendait pas ça. Hein? Et ça, c'est fréquent. Hein? De rencontrer des gens d'un milieu relativement modeste, pas la misère, mais dans un milieu relativement modeste, qui nous disent: mon fils est à la fac. Et avant, c'était inimaginable ce début de mobilité sociale. Alors ensuite, il y a autre chose dont on ne se rend pas compte. Moi, qui viens de Porto Alegre, je joue à Florianopolis, il paraît, je ne dis pas là-bas, que ces changements sont beaucoup plus spectaculaires au nord-est du Brésil. Parce que c'était là qu'il y avait les manques les plus flagrants, et donc c'est là qu'on a investi en priorité. Je ne sais pas si tu as... Voilà. Mais donc toi tu confirmes ça? Bonsoir. Du coup, moi je voulais revenir sur les élections présidentielles. Vous avez dit que le politicien brésilien de demain, ce serait celui qui incarnerait la modernité. Et je me demandais, parce que Marina Silva, pour le coup, c'est pas, à mes yeux, elle ne représente pas du tout cette modernité, puisque bon, déjà elle a la caractéristique assez typique des politiciens d'avoir changé de parti politique au milieu de sa carrière. Ensuite, elle a su
subit l'influence des évangélistes en reculant sur le mariage homosexuel, etc. Enfin voilà, donc elle ne vend vraiment pas du tout cette modernité. Donc ma question ce serait comment expliquer cet élan de popularité qu'elle a vécu pendant un mois là, sur quoi ça a été basé, outre le fait que le rejet du humain par exemple. Il y a d'autres raisons à ça peut-être. C'était un mélange compliqué parce que Marina, c'est quand même une histoire brésilienne. C'est quand même une fille qui est plus black que blanche, c'est quand même quelqu'un qui était alphabétisé à 16 ans, c'est quand même quelqu'un qui était syndicaliste des collecteurs d'EBA dans l'État de l'Acre, qui a été compagnon de route de Lula, et puis qui a été ministre de l'écologie, et puis qui est parti. Enfin, c'est pas non plus, je dirais, c'est pas une fabrication médiatique au départ. Il y a un vrai destin, quoi. Il y a une vraie personnalité qui s'est créée. Et ça parle aux gens. Ça parle aux gens, et ça, c'est un parcours qui est quand même un parcours, en fait, d'une certaine modernité. C'est une femme, qui m'a aussi, d'ailleurs, on a dit à un moment donné, on a pu penser lire un ouvrier, il y a aussi une deuxième phase où on a pu penser lire une femme aussi au Brésil, ce qui était aussi ce qui était autre chose. Pas encore le cas en France. Ce qui n'est pas encore le cas en France, moins sans faux. Le problème, c'est que donc elle suscite quelque chose quand même. Mais elle suscite quelque chose qui la dépasse, c'est-à-dire qu'à partir de ce personnage-là, on pense que ça va au-delà, et en fait, elle plafonne dans une idéologie, et je crois qu'elle est vraiment prisonnière, en plus de son rapport à la foi et à la religion, qui fait qu'ensuite elle devient plus la marionnette, à mon avis, de gens qui instrumentalisent son image pour essayer d'avoir accès. En plus, bon, ça subit de popularité, c'est quand même l'aspect tragique de la mort du candidat, donc elle était le numéro 2, il y avait un côté, et c'est le côté messianique dont je parlais, c'est-à-dire tout d'un coup, elle redevenait la possible élue, celle qui, alors elle a surjoué ça, elle a fait croire que jusqu'au dernier moment je devais être dans le même avion, enfin donc une sorte de grâce divine qui a fait qu'elle a été sauvée, qu'elle a été sauvée par Dieu, elle pouvait elle-même sauver le pays, enfin bon, il y avait tout un tas de trucs, etc. Donc moi et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a effectivement 3 semaines, elle battait Dilma au 2e tour, elle arrivait quasiment au premier tour. Et aujourd'hui, Dilma passe pratiquement au premier tour sur les derniers sondages. Pratiquement. En fait, il y aura sans doute un 2e tour, mais ce n'est pas forcément avec Marina, puisque Marina et Aécio Neves sont dans les derniers sondages sur ce qu'on appelle la zone de marge d'erreur, d'égalité technique. Donc effectivement, il y a eu comme ça une émotion avec la mort du candidat, elle a su s'en emparer, elle a su faire jouer des images qu'elle maîtrise très bien autour de ça, et puis ça s'est dégonflé. Alors, le candidat qui arrivera à capter la modernité que le pays attend, c'est peut-être quelqu'un qui aussi se fera élire, non pas en tant que tel, mais arrivera à moderniser le champ politique. C'est-à-dire que, de toute façon, ce candidat-là, est-ce qu'il pourra émerger tant qu'il n'y aura pas une vraie réforme du champ politique brésilien, une vraie réforme, elle est là la question, une réforme du judiciaire, une réforme de l'administration, etc. Donc peut-être qu'il ne faut pas attendre le Messie au moment des élections, mais penser qu'un jour quelqu'un se fera élire sur un vrai programme de modernité qui mettra en pratique et qui permettra ensuite l'arrivée des candidats qui profiteront tout simplement de cette modernisation. Alors c'est très compliqué. Est-ce que ça peut vraiment arriver avec le système de présidentialisme de coalition? Est-ce que ça peut vraiment arriver qu'un candidat puisse changer tout? Il n'y a pas que ça, effectivement, il y a les systèmes de coalition, mais il y a aussi le côté fédératif du pays. Il y a quand même une complexité des territoires brésiliens, avec des territoires reculés, des centres, des multicentres, des territoires qui sont effectivement des réservoirs de vote pour certains types de candidats. Donc, je ne sais pas si ça pourra arriver, mais de toute façon, je pense que ça ne pourra pas arriver tant qu'il n'y aura pas une vraie réforme du champ politique brésilien. Ça, c'est très clair. Alors, comment est-ce que ça pourra se mettre en place dans la complexité que vous décrivez? Effectivement, moi, je ne suis pas très optimiste. Bon, en même temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que l'éruption des nouvelles revendications et puis le développement d'une certaine modernité de ces revendications s'est allé avec la croissance économique du pays. Alors, est-ce que si, comme il est prévu, comme il est annoncé, si on trouve, alors je sais bien que le pétrole c'est pas très moderne d'un point de vue écologique,
mais est-ce qu'on annonce non seulement une exploitation pétrolière énorme pour dans les années à venir, dont l'ensemble des royalties irait au système éducatif? Est-ce que, en prenant le pari qu'un pays qui base d'abord tout son investissement sur l'éducation devient forcément ensuite un pays dont les propres citoyens créent la condition de la modernité grâce à ça? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je note que sur les 3 candidats majeurs, il y en a une qui maintient la décision d'investir tous les royalties du pétrole du futur pressage dans l'éducation, alors que les 2 autres, c'est-à-dire Marina et Essio, ne sont pas sur cette base-là. Donc je préfère à la limite penser que la modernité, elle viendra pas, mais si on se base sur l'éducation, de toute façon, ça sera plus favorable au pays. Ensuite, c'est autour du monde. Thierry, juste, tu as commencé ton discours. Je voulais juste faire un point pour vous dire que le débat, on ira jusqu'à 8h30. D'accord. Après, on laisse une demi-heure de pause, un peu de temps pour le concert. Donc, il va y avoir des questions. D'accord. Tu viens parler ici comme ça, on t'attend? Juste pour, comme je me rappelle de ce que tu avais dit au départ de ton speech, c'est le Brésil est un pays encore colonial et tout ça, donc je suis tout à fait d'accord sur certains points. Sur ce point-là, dans certaines régions, notamment les familles, c'est là où les choses sont très importantes, c'est que la modernité, elle peut exister, mais il y a certaines régions brésiliennes qui sont gérées par des familles, donc c'est presque féodalisme. Et là c'est le point difficile de la modernité politique. Moi, je voulais juste un petit détail. Tu disais que Dilma disait qu'elle voulait investir l'argent du Pressal sur l'éducation, mais c'est pas la position de Marina Silva là-dessus? Ils ne sont pas très clairs, justement, ni elle, ni Aécio Neves, qui parfois ont des discours qui tendent à dire qu'au contraire, pour des motifs de développement accéléré, ils pourraient ouvrir au contraire une grande partie de l'exploitation des compagnies étrangères. Bonsoir, moi je suis brésilien aussi et je voudrais savoir votre avis si la défaite, voire l'illumination que le Brésil a subie lors de la Coupe du Monde a eu des conséquences sur les plans politiques ou si ça peut porter encore des conséquences sur la politique. Personnellement, je pense pas. Voilà. Je pense que non, je crois. Peut-être en marge, mais on peut me contredire. Hein, j'ai l'impression que si le Brésil avait gagné la Coupe du Monde, je ne sais pas si l'élection de Dilma Rousseff aurait été assurée. Le Brésil a perdu la Coupe du Monde. L'élection de Dilma Rousseff n'est pas assurée, mais elle reste la favorite. Voilà, on a probablement eu un peu de différence, mais je ne pense pas que ce soit décisif. Ontem eu assisti vídeo. Hier, j'ai vu une vidéo que fala exatamente sobre essa relação Copa do Mundo e política. Qui parle justement de ce lien entre la Coupe du Monde et la politique. E os jornalistas, sociólogos, cientistas políticos e filósofos. Les journalistes, sociologues, scientifiques et philosophes dizem no vídeo o seguinte. Disait la chose suivante dans le vidéo. Que no Brasil não tem como separar política de futebol. Au Brésil, on ne peut pas séparer la politique et le football. Então, na opinião deles, eu também penso assim. Leur opinion, qui c'est la mienne. Se o Brasil ganha a Copa do Mundo, que si le Brésil avait gagné la Coupe du Monde, o PT já estaria eleito. Le Parti travailleur serait déjà réélu. Já havia discurso pronto para o Brasil, para caso o Brasil fosse campeão. Il y avait déjà un discours tout prêt au cas où le Brésil aurait gagné. Quando o Brasil estava ganhando ainda os jogos da Copa do Mundo, quand le Brésil était encore en train de gagner, a presidente Dilma ia à televisão dizer: nós estamos, nós somos, nós fazemos, nós. Le discours c'était nous sommes, nous faisons. Nous. Quando o Brasil perdeu, 7-1. 7-1. Ela falou: eu não tenho nada a ver com isso. Je vais rien avoir avec ça. Pois é, mas se o Brasil ganha a Copa do Mundo, seria nós ganhamos a Copa do Mundo. Se o Brasil avait gagné, ça aurait été nous avons gagné. Então é um uso político mesmo do futebol, não tem como separar essas coisas.
s'il y a une utilisation politique du football, là je suis d'accord. Il n'y a pas moyen de séparer. Je suis d'accord sur le fait que le football est utilisé par les politiciens. Là où je ne suis pas convaincu, c'est sur l'efficacité de cette utilisation. Bon, il y a des points positifs, hein. L'Argentine n'a pas gagné, d'abord. Ça aurait été une vraie catastrophe, là, par contre. Là, ça aurait été terrible pour Neymar. Deuxième point positif, c'est qu'ils ont perdu 7-1. Donc là, c'est vraiment la faute de l'équipe. S'ils avaient perdu 2-1, 1-0, ça aurait pu être la faute de... Ou en tout cas, les gens se seraient dit, franchement, on a dépensé tout ce fric pour perdre. Alors là, c'est vraiment tellement catastrophique de la part de l'équipe elle-même qu'ils ont pris toute la faute sur eux. C'est très bien. C'est vraiment la victime de l'expiatoire. Et puis, plus sérieusement, je crois que, paradoxalement, le Brésil voulait gagner la Coupe du Monde, mais il voulait aussi la réussir au sens de l'organisation. Une grande partie des critiques, c'était effectivement sur le coût et les investissements pour cette Coupe du Monde. Mais en plus, les gens disaient, et en plus, les touristes vont se faire assassiner parce qu'il n'y a pas de sécurité, et puis les aéroports vont être paralysés, et puis ça va être le chaos, etc. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Et donc il y a eu à un moment donné quelque chose qui a un discours qui a été recréé, et qui a été recréé en partie par le gouvernement, on a réussi notre Coupe du Monde. On ne l'a pas gagné, mais on l'a réussi en tant que pays. Et on a fait en sorte que le Brésil soit positivement sous l'effet de l'actualité lors de cette Coupe du Monde, et que finalement, l'image du pays en soit sortie grandie. Je crois qu'il y a eu plusieurs facteurs comme ça qui ont fait que la débâcle a été évitée. Mais effectivement, perdre en finale contre l'Argentine, par exemple, ça aurait été la mort politique de Dilma absolue. Juste un petit détail sur... toujours sur la Coupe du Monde, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est vrai. Ah oui, voilà. C'est juste... cette idée que le Brésil n'était pas en condition d'accueillir un événement d'une telle ampleur, c'est une idée qui fait extrêmement répétée de partout. Il y avait une blague sur 2012. Vous savez pourquoi c'était pas la fin du monde en 2012? Parce que le Brésil n'a pas les moyens d'accueillir un événement d'une telle ampleur. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est du fantasme. C'est une image que les Brésiliens ont d'eux-mêmes de penser qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose, que l'Europe, les amis sont... Mais il y avait une Coupe du Monde en Afrique du Sud. Si à partir du moment où les Africains sont capables de faire la Coupe du Monde, pourquoi les Brésiliens ne seraient pas capables? Dans les deux cas, c'est un pays qui n'est pas un pays... des pays les plus puissants, quoi. Et pourtant il y avait cette idée que le Brésil ne serait pas capable, et ça à mon avis ça a à voir avec l'amour propre du Brésilien en tant que nation. Non, il y avait pas mal de scandales. Il y avait pas mal de scandales de Joël Hart. C'est pas qui Bien sûr, mais ça n'a pas empêché le développement des jeux. Mais autant de scandales que sur tous les autres domaines quotidiens de la vie brésilienne. C'est qu'en fait, ça n'a pas été plus ou moins, c'était la même chose qu'au quotidien, sur la construction d'une autoroute, d'un pont. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du vote obligatoire dans ce contexte-là où l'idée coloniale, tout ça, et les côtés positifs et les côtés négatifs. Le vote obligatoire. Pour voter. Très sincèrement, j'ai pas d'opinion. Enfin, c'est une question que je me suis souvent posée. Je suis à la fois en tant que Français, en tant que démocrate, choqué par le fait qu'on oblige quelqu'un à aller voter. Voilà, le choix. Et puis, c'est comme le port de l'uniforme à l'école, en fait. Pour moi, le vote obligatoire. Et en même temps, l'imposition de... Et puis en même temps, c'est un facteur d'égalité, si on regarde d'une autre manière, c'est-à-dire le fait que on soit sûr que chacun puisse s'exprimer et qu'à un moment donné, qu'on soit pauvre ou riche, on ait accès à l'urne et que ce soit garanti par un caractère obligatoire, peut aussi avoir paradoxalement des effets positifs. Il y a d'autres questions sur le vote au Brésil, le fait que c'est quand même un grand pays de vote électronique. Quand on a un champ politique aussi désastreux que parfois au Brésil et qu'on a une belle modernité technique, en tout cas, dans l'acte de voter, c'est quand même assez stupéfiant, ça marche très bien. Quand on voit les délires aux États-Unis sur les dépouillements de certains votes, le Brésil avait des leçons à donner au monde en termes d'organisation massive
de vote réellement démocratique qui marche et avec des techniques qui justement prennent en compte l'éventuel degré d'analphabétisme, etc., des systèmes de photos, de couleurs, etc. Voilà. Et puis, le vote obligatoire, in fine, je suis quand même contre parce que il n'empêche pas, et au contraire, il permet, d'une certaine manière, il permet la captation des votes de certains secteurs par d'autres secteurs. On ne peut pas dire « Ah, j'ai pas pu voter, j'ai pas, etc. » Non, les gens doivent aller voter dans tout un tas de parties du pays. Ça permet, du coup, de capter cet électorat et de dire « Comme tu dois y aller, tu vas voter de telle manière, de telle manière. » Et ce qui est impressionnant dans le système, dans les perversions du système du paternalisme du système politique brésilien, encore une fois, on ne parle pas forcément des grandes villes, mais c'est un territoire immense, le Brésil, et d'autres au Brésil aussi. C'est la manière dont, malgré le secret de l'isoloir, tout le monde parvient à savoir qui a voté pour qui. Et comment il y a un réel contrôle ensuite de la part des candidats, notamment de leur, parce qu'il faut dire des choses, de leur cheptel électoral, et comment il est difficile d'avoir une réelle liberté de vote sur certains territoires brésiliens, malgré tout ça. Donc voilà, le vote, très sincèrement, je suis très partagé sur le caractère obligatoire du vote. Ça peut être à un certain moment donné de l'histoire d'un pays, le fait d'obliger à ce que tout le monde ait accès, c'est aussi permettre que tout le monde ait accès, et en même temps c'est aussi du coup exercer une contrainte qui, en termes démocratiques, est une contrainte en soi éthiquement dangereuse, et qui en plus, techniquement, permet aussi du coup des perversions du vote qui sont dangereuses aussi. Juste pour continuer par rapport à l'obligation de vote, je viens du nord du Brésil, personne n'en parle presque jamais du nord du Brésil, je viens plus précisément de Belém, je suis née à Belém, j'ai vécu à Bragança, 300 km de la capitale, et personne n'en parle. Du nord, les gens parlent plutôt du nord-est à cause de ces plages merveilleuses, du nombre de touristes, etc. Moi, je viens du nord. Voilà, Amazonie, etc., un petit peu oublié du tout. J'étais moi-même enseignante dans les écoles publiques. Et je me retrouvais parfois avec 45, voire 45, 55 élèves dans ma classe. Des élèves qui venaient du partout des petits villages, mais qui venaient pour manger à midi, plus précisément. Des gens qui venaient et qui parfois n'arrivaient même pas à franchir le portail de l'école parce que tombaient dans les pommes. Et ils sortaient de chez eux à 5h30, voire 5h, 5h30, dans les bus, voire dans les camions. Ils arrivaient pour manger. Voilà. Après, moi-même, j'étais, depuis l'âge, 12-13 ans, dans mon adolescence, je faisais de la politique pour le PT, en cachette de mes parents. Parce que le PT, c'était vu comme communiste anti-Dieu. Donc, complètement en dehors des idées de mes parents, des idées religieuses. Et moi-même, j'étais dans les écoles religieuses pendant toute ma vie. Des bonnes sœurs, écoles de bonnes sœurs, et après dans les écoles, dans les lycées jésuites, à la capitale. Oui, une chance pour une fille de l'Amazonie qui a eu l'opportunité d'étudier dans les écoles privées, d'accéder aussi à l'université. Une chance. Après, toutes ces questions de politique, de faire cette politique pour le PT, pour un parti de gauche, anti-Jésus-Christ, etc., m'amène après à réfléchir sur toute la question de l'obligation du vote. Quand j'ai pu voter, le droit de vote à partir de 16 ans, et après, voilà, j'ai le droit de voter, je peux voter, et j'ai décidé de ne pas voter. Jusqu'à présent, comme c'est le cas au Brésil, jusqu'à présent, obligation de voter, moi je ne vote pas. Pourtant, avec aujourd'hui double nationalité, française et brésilienne, aujourd'hui je vote en France. Juste pour le fait, je ne suis pas obligée. Je vote parce que j'ai envie de voter, parce que j'ai une idée et que je vais exprimer cette idée en France.
même si pendant beaucoup de temps au Brésil aussi, je fais de la campagne pour le non-vote. Et aujourd'hui, je suis très contente que cette campagne continue encore, de plus en plus, le non-vote. L'obligation de ne pas pouvoir voter aussi. Et je soutiens de ce côté-là le fait de ne pas avoir cette obligation de voter. Mine de rien, à chaque fois que je rentre au Brésil, je suis obligée de payer une amende parce que je n'ai pas voté au Brésil. Voilà. C'est juste une petite contribution de cette vision de quelqu'un qui vient en dehors de São Paulo, de Rio, du nord, du sud, du sud-ouest du Brésil, un lieu auquel on ne parle presque jamais, c'est l'Amazonie. Voilà. Et je vais aussi dire que beaucoup de modifications, beaucoup de changements ont été faits dans les campagnes en Amazonie. Aujourd'hui, nous pouvons compter, je travaillais pas mal de temps aussi avec les pêcheurs, et les gens n'avaient pas de frigo, n'avaient pas d'électricité, pas de télé, pas de téléphone portable. Aujourd'hui, tout le monde est équipé d'un frigo, une télé, un poste de radio, une moto et un téléphone portable. L'information est là, l'accès à Internet aussi, et aujourd'hui, les jeunes, ils ont de plus en plus d'informations, même très très loin en Amazonie. Voilà. Merci. Je suis d'accord avec l'obligation de voter, c'est pas mal. Eu vou contar uma história para vocês. Je vais vous raconter une anecdote. Eu fui mesário, presidente de mesa no dia das eleições várias vezes. J'étais président de table de soirée d'élection, plusieurs fois dans les soirées d'élection. E na sessão onde eu era o responsável pela eleição, havia uma fila enorme de gente para votar. Il y avait une queue immense de gens qui venaient voter. E como presidente de mesa, eu tinha contato com cada eleitor que entrava para votar. Et en tant que président de table de bureau de vote, j'étais en contact avec chacun des électeurs qui venaient voter. Então, como todas as pessoas são obrigadas a votar, elas se sentiam obrigadas a estar ali naquele dia. Les gens se sentaient obligés de voter et ils venaient donc discuter avec moi. A gente conversava pouco com elas, não podia ficar conversando muito, né? On parlait très peu, on ne peut pas trop leur parler. Mas era evidente que cada uma daquelas pessoas não queria estar ali. Mais il était évident que chacune de ces personnes ne voulait pas être là. Mas o pior era descobrir que cada uma daquelas pessoas não sabia nem quem estava votando. Mais le pire, c'était de se rendre compte que la plupart de ces gens ne savaient pas pour qui ils avaient voté. A maior parte trazia escrito número, nome para votar na hora. La plupart d'entre eux avaient un numéro marqué et ils votaient dans le numéro qu'on leur avait dit de. Se essas pessoas não fossem obrigadas a votar, eu tenho certeza que muita coisa mudaria no Brasil. Si ces gens n'avaient pas été obligés de voter, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de choses qui auraient changé au Brésil. Ou seja, tem muito candidato que amanhã vai ser eleito porque tem gente votando neles mesmo que essas pessoas não queriam. Il y a beaucoup de candidats qui se font élire parce qu'il y a des gens qui votent sans vouloir pour eux. E que a gente, por enquanto, não pode fazer nada. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Je voudrais conclure. Et puis il est bientôt 20h30. On a fait une dernière intervention. On va conclure sur la nécessité de réforme politique. À la fin, on pourrait donner un temps pour les conclusions pour chacun. Donc, un pour toi, un pour Thierry, un pour Gisela, sur chaque sujet, soit sur les élections, ou soit un sujet qui a été évoqué. Et avant de conclusion, je voulais dire des choses. Au début, ça a été évoqué au niveau des médias des qualités, c'est-à-dire au Brésil, ou qui sont un peu plus populistes. Et je voulais citer la téléculture. Est-ce que vous êtes d'accord que la téléculture a quand même une vision différente? Elle est aussi, les journaux télévisés sont aussi disponibles sur Internet, donc sur le site Internet. S'il y en a qui veulent jeter un peu d'œil, tous les soirs, il est actualisé. Et donc on pourrait faire, donc pour conclure, Francis, et après chacun fait une conclusion de ces débats. Alors, donc, en fait, je voulais conclure parce que ça rebondissait sur ce que j'étais en train de dire et je trouvais que ça faisait une bonne fermeture de tout ce que j'avais à dire. C'était de dire que toutes ces questions de vote obligatoire, de corruption, etc., il y a un point commun,
c'est la nécessité d'une réforme politique. Donc, quand je parle de réforme politique, je parle de réforme de quels sont les droits, les devoirs des députés, des présidents, comment ça marche. C'est-à-dire qu'au Brésil, il y a par exemple une assemblée législative à la proportionnelle, il y a un certain nombre de privilèges pour les élus, etc. Et il faudrait que ce genre de choses soit réformé. L'avantage et l'inconvénient. On va commencer par l'inconvénient, c'est que c'est très difficile de demander aux députés de faire un projet de loi contre leurs propres intérêts. Mais le côté positif, c'est qu'il y a la possibilité de faire des pétitions et de demander qu'un sujet soit mis à l'ordre du jour. Quand il y a un certain nombre de demandes pour ça. Donc il y aura peut-être la possibilité de faire mettre ces questions à l'ordre du jour, qui sait faire un référendum sur l'importance d'une réforme politique. Voilà. Je pense que la question de la réforme politique, c'est une question qui a une influence sur toutes les autres et qui est cruciale aujourd'hui au Brésil. Ils ont fait, je ne sais plus, c'était une étude où, comme un référendum d'initiative populaire qui n'avait aucune valeur, puisqu'il n'était pas à l'initiative de l'État, mais où 95% des gens qui avaient participé exigeaient une réforme politique. Apesar de todos os problemas no Brasil, eu convido vocês a ir ao Brasil. Je vous invite à aller au Brésil. Vocês vão encontrar um país bonito, agradável. Vous allez découvrir un beau pays. É um país muito grande, então são vários países. C'est un grand pays, donc c'est plusieurs pays dans le pays. Às vezes muito quente, às vezes muito frio. Des fois très chaud, des fois très froid. Às vezes muito frio como acolhente, como acolhida. Ah, des fois, il y a des gens qui sont très froids quand ils vous accueillent. E às vezes diferentes, pessoas que são seus melhores amigos no primeiro dia. Au contraire, vous allez rencontrer des gens qui vont aussi peut-être devenir votre meilleur ami dès le premier jour. Mas é um país que vale a pena visitar e conhecer. Mais ça vaut la peine de vous connaître et de visiter ce pays. Ils seront sempre bem-vindos. Ça vaut la peine, pardon, ça vaut la peine. De la psychique. Bon, vous pouvez acheter le billet d'avion sur... Non, mais très, très rapidement, je crois qu'on a trop parlé déjà pour soi, mais j'ai un copain qui a publié j'ai un copain qui a publié un bouquin dernièrement qui s'appelle Brésil, pays émergé. Voilà. Je crois que Valérie, un copain géographe. Voilà, je crois que c'est ça la réalité du Brésil aujourd'hui. On n'est plus dans des thématiques de pays en voie de développement depuis longtemps, ni même émergent. C'est un pays qui est complètement émergé, qui a des vrais problèmes d'inégalité, de répartition, et je crois qu'il y a un vrai problème territorial au Brésil. Tant qu'on n'aura pas résolu la question de la gouvernance d'un pays continental, voilà, on va avoir des problèmes. La réforme politique, c'est effectivement ce qu'il y a de plus urgent maintenant, à mon avis. Et puis, pas oublier que c'est quand même le pays qui, à un moment donné, a eu des vrais élans de modernité, de modernisme. Brasilia, ça a été un élan de modernité absolue, même si on est contre ou pour le projet architectural, etc. Mais un pays qui a réussi à mener un projet comme celui de Brasilia, c'est forcément un pays qui a les germes de toute la modernité en lui et qu'il faut simplement arriver à, je crois, à juguler des contre-forces internes qui veulent absolument le retenir alors qu'il est déjà en train de prendre son envol depuis longtemps. Donc merci beaucoup à tous les trois et bravo. Merci aussi à la communauté qui nous a accueillis ici. Et merci à vous tous qui êtes là, qui avez participé, qui avez écouté et qui êtes là tout simplement.